Bravo à Mathilde Cyr qui n'est pas parmi nous mais qui a réalisé ce documentaire. Et j'ai découvert en même temps que vous, donc c'est difficile de commenter un truc qu'on vient de voir, mais je trouve ça très intéressant, je sais pas vous, notamment parce qu'on voyait aussi toutes les difficultés inhérentes à être dans l'alternative du monde agricole aujourd'hui. Des trucs très concrets, pas d'accès au foncier, une exploitation pas rentable du tout, énormément de boulot. Moi, ça rejoint un peu à la fois tout ce que je lis et le constat que j'ai pu faire par moi-même, parce que j'ai fait un peu de woofing, j'ai travaillé dans des fermes par-ci par-là, chez des maraîchers notamment, et puis ils ont tous les mêmes problématiques. Donc c'est un problème qui est bien connu depuis longtemps, et que manifestement on n'arrive pas à régler en tant que société, quoi. C'est vrai que quand on regarde, ils sont là dans leurs alpages, il y a toute une panoplie de chalets qui doivent être occupés 3 semaines par an, et eux ils galèrent, ils doivent dormir dans une caravane, ils sont payés par un SMIC horaire, enfin on se dit on est complètement fou, quoi. C'est un peu fou. Et voilà. Donc ce que je vais montrer dans cette seconde partie de mon exposé, c'est quelles sont les grandes menaces systémiques qui pèsent sur notre façon de produire, de transporter, de transformer, de consommer notre nourriture. Et puis pourquoi ce type d'exploitation un peu alternative peut apporter une certaine résilience au système, c'est-à-dire une capacité à faire face à des perturbations tout en continuant à assurer la fonction essentielle, c'est-à-dire nourrir la population. Du coup, si on reprend, on en est, voilà. Donc, les menaces, la première, le changement climatique, celle dont on débat de plus en plus, dont on entend heureusement beaucoup parler, et malheureusement parce que c'est assez triste. On a tous connu l'été 2020 comme un des étés les plus chauds et secs depuis peut-être une centaine d'années. Il faut aussi se dire que c'est probablement un des plus frais et humides de la prochaine centaine d'années qui arrive, et au moins de la 30 ou quarantaine d'années qui arrivent, parce qu'il y a une inertie climatique qui fait que le climat des 30 prochaines années dépend de ce qu'on a émis jusqu'à présent, beaucoup plus que de ce qu'on va émettre jusqu'aux 30 ans qui viennent. Donc on a déjà pris un retard considérable à l'échelle internationale sur la question climatique. En fait, en général, on se contente de faire comme si ce n'était pas un problème politique, mais sauf que ça a des conséquences évidemment bien réelles, et on les voit aujourd'hui. Tu peux y aller. Ça, c'est une carte de projection climatique régionalisée qui est faite par l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est un grand institut de climatologie, et Météo France. Ils essayent d'évaluer le degré d'humidité des sols moyens à différents horizons de temps. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'humidité des sols, c'est le premier facteur limitant de la croissance des plantes. Et en France, finalement, il y a assez peu de terres qui sont irriguées. C'est 95% des terres agricoles qui dépendent du régime de précipitation assez stable, bien réparti tout au long de l'année. Et que 5% qui consomment une grosse partie de l'eau douce. Mais donc ces 95%, ils sont très vulnérables vis-à-vis des sécheresses. Et sur cette carte, on voit que le niveau moyen d'humidité des sols en 2055, il correspondra au niveau sec à extrêmement sec actuel dans la plupart des régions françaises, et ça sera le niveau moyen en 2055. On voit notamment que le bassin parisien, la Champagne, la Beauce, ainsi que la plaine autour de Toulouse, tout ça, ça sera concerné par des niveaux de sécheresse extrêmement secs, donc c'est-à-dire les records actuels en gros. Ça correspond à entre 20 et 30% de rendement en moins à l'échelle nationale quand on fait face à une année très sèche. Et à l'échelle d'une région qui connaît une calamité agricole, une grosse sécheresse, on peut annihiler quasiment tous les rendements. Donc ça, 2055, on aura une grosse baisse de rendement de façon quasi certaine, parce que c'est donc ce vers quoi on se dirige, indépendamment des efforts qu'on fait aujourd'hui. Mais pourtant, on fait comme s'il y avait assez peu de problèmes. Et voilà, 2085, ça c'est le scénario médian du GIEC, RCP 6.0, pour ceux qui ont déjà ouvert un rapport du GIEC. La France, en gros, serait concernée par des années records de sécheresse pour les records actuels, et ça sera la moyenne en fin du siècle. Donc en gros, et puis des années exceptionnelles où il y aura des niveaux de sécheresse qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent. Donc des niveaux de production agricole très très durs à prédire dans ces conditions. Ensuite, l'effondrement de la biodiversité. L'effondrement, donc c'est un terme, on est dans le cycle effondré, et puis c'est un terme qui fait énormément débattre et discuter depuis quelques années, disons. Mais sauf que pour la biologie et pour les chercheurs qui travaillent sur les écosystèmes, c'est
Disons que c'est le terme consacré, l'effondrement de la biodiversité. C'est pas un terme sujet à débat, c'est vraiment ce à quoi on fait face. Mais avant de parler de la dynamique en cours, on va parler de l'état. L'état de la biodiversité sur Terre, on se le représente souvent de façon très très déformée parce qu'on a tous été à l'école, lu des livres d'enfants, vu des tas de documentaires animaliers magnifiques et tout ça. Là, c'est un graphique qui vous présente la distribution par masse des mammifères sur Terre. Chaque petit carré représente 1 million de tonnes de mammifères. Et l'homme donc, est au centre, il occupe une bonne partie de la biomasse des mammifères terrestres. Ensuite, vous avez les bovidés, vous avez les porcins, les caprins, les ovins, les équins. Et vous voyez qu'en gros, l'homme et ses animaux d'élevage, qui ont coévolué avec lui depuis des millénaires, ils occupent 98% de la masse des mammifères terrestres. Et tout le monde vivant sauvage, tous les mammifères terrestres sauvages, se résument au petit carré vert. Par exemple, tous les éléphants de la Terre se rangent dans ce petit carré vert. Ça, c'est l'état de... Alors, pas de la biodiversité, parce qu'il y a d'autres choses que des mammifères terrestres, mais disons que ce sont les animaux qu'on se représente le mieux, dont on se sent le plus proche, puis les gros animaux, quoi. Il y a aussi tout ce qui concerne les insectes, qui appartiennent à la famille des arthropodes, qui ont vu... alors ça, c'est une étude qui est parue, qui a été conduite en Allemagne, qui est parue dans la revue Nature, qui est très très, très solide, qui estime à peu près 2/3 le déclin de la masse des arthropodes, qui comprend donc les insectes, dans les prairies en Allemagne, en l'espace de 10 ans. Voilà, c'est incommensurable comme effondrement, c'est quelque chose de complètement fou. Les arthropodes, c'est la branche du monde vivant animal qui comprend le plus grand nombre d'espèces, le plus grand nombre d'individus, la plus grande diversité, et cette branche est en train d'être complètement écrasée, quoi. Et alors pourquoi on en parle? Évidemment, ça pose des tas de questions très très profondes, éthiques, philosophiques. Je ne suis pas ici pour en débattre. Le fait que l'homme s'accapare une telle place sur Terre et détruise tout le reste. Mais ça, c'est aussi une incidence très directe sur notre façon de nourrir, et on va le ressentir dans les années qui viennent. Les insectes sont indispensables à de nombreux services écosystémiques. En particulier, ils font de la pollinisation. Ils assurent la pollinisation d'à peu près 3/4 des plantes cultivées sur Terre, à peu près 1/3 de la masse de végétaux produites. Et ils assurent aussi une régulation de tout un tas de problèmes, de parasitisme, de régulation des maladies, et on peut se douter qu'avec un monde d'insectes qui disparaît, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir les rendements qu'on connaît aujourd'hui, notamment si on doit se séparer de pesticides qui précipitent leur déclin. Voilà, et ça c'est juste pour... Pardon, tu peux revenir. Ça c'est juste pour illustrer un truc qui commence à être bien connu, mais que quand on était, là vous avez tous plus de 20 ans, quand on était petit, il y avait des tas d'insectes écrasés sur les parbrises au bout de quelques kilomètres de bagnole. Aujourd'hui, en gros, c'est clean. Mais à l'échelle du monde vivant, c'est un effondrement dont on peine à imaginer à quel point il est abrupt. C'est extrêmement, extrêmement rapide. C'est à la base de la chaîne du vivant, les insectes. Et alors, les causes de la destruction de la biodiversité, elles ne sont pas du tout obscures ou difficiles à comprendre. Un enfant de 5 ans peut comprendre, c'est qu'on détruit les habitats de la biodiversité, on détruit les habitats du monde sauvage. Ça, ce sont des cartes qui présentent l'indice de haute valeur naturelle des espaces agricoles. En gris foncé, ce sont donc des espaces agricoles à haute valeur naturelle, en 1970 à gauche et en 2000 à droite. Donc les espaces à haute valeur naturelle, ils combinent 3 choses. C'est des éléments fixes dans le paysage, comme des haies, des arbres, des prairies permanentes, des prairies humides, des trucs comme ça, qui abritent des espèces, notamment des insectes. Un faible niveau d'utilisation d'intrants et une grande diversité dans l'assolement, c'est-à-dire beaucoup d'espèces cultivées au même endroit et dans le temps. Donc vous voyez qu'en 1970, grosso modo, toute la France était à haute valeur naturelle, des espaces agricoles qui accueillaient encore une grande diversité. Et en 2000, ces espaces se réduisent à peu près au massif montagneux où l'agriculture industrielle n'a pas pu, disons, percer. Ça, c'est la principale raison de l'effondrement des insectes, qui sont aussi à la base de l'alimentation d'autres espèces sauvages. Donc, la principale raison de la destruction de la biodiversité, c'est ça. Avec également toute une utilisation massive de pesticides qui facilite le boulot pour ce qui concerne les insectes. Et pour le voir en termes plus concrets, vous pouvez prendre n'importe quelle vue satellite aérienne, disons dans les années 1960 ou 70, sur Géoportail, et vous la superposez exactement à la même échelle avec une vue de notre époque contemporaine, et vous voyez que toutes les parcelles ont vu leur taille se multiplier par 10.
à peu près, avec des haies qui disparaissent entre chaque parcelle, et accessoirement quelques infrastructures industrielles qui détruisent des terres agricoles de façon irréversible cette fois-ci. Il y a aussi la biodiversité de ce qu'on cultive qui diminue fortement, avec aujourd'hui seulement 4 espèces qui représentent la moitié de tout ce qu'on produit sur Terre en masse: la canne à sucre, le maïs, le blé et le riz. Si on prend une quinzaine d'espèces, on arrive aux 2 tiers de tout ce qu'on cultive sur Terre. Et puis au sein de chacune de ces espèces, il y a aussi la diversité génétique de ce qui est cultivé qui baisse fortement, parce qu'on se concentre sur ce qu'on appelle des variétés élites, c'est-à-dire toujours des variétés plus productives au détriment de certains autres aspects. Et notamment la faible diversité génétique parmi les espèces cultivées fait craindre qu'il y ait des nouveaux parasitismes très virulents contre lesquels on va lutter avec encore plus de pesticides, et ainsi de suite. C'est un peu un cercle vicieux. Troisième grand type de menace qui pèse à la fois, alors pas seulement sur la production agricole cette fois-ci, mais sur l'ensemble du système alimentaire. Vous avez vu que les 2 premières menaces que j'ai présentées, changement climatique et biodiversité, c'est principalement des conséquences quand même sur la production en tant que telle. Mais le pétrole, c'est pas simplement un élément du système alimentaire, c'est son sang. Aujourd'hui, c'est ce qui alimente nos machines, qui produit les engrais, qui distribue les produits alimentaires sur tout le territoire. C'est ce avec quoi on remplit notre bagnole pour aller faire nos courses. Donc il y a du pétrole absolument partout. Là, c'est une mine de phosphate, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec une excavatrice, donc c'est un truc absolument gigantesque. On pourrait rentrer plusieurs autocars dans chacune des chenilles de ce truc, ça consomme une quantité énorme d'énergie. Et puis à droite, la fameuse usine d'ammonium nitrate. Et pour se donner une idée de la quantité d'énergie qu'on emploie pour fabriquer les engrais, c'est à peu près autant que tout ce qu'on utilise dans les tracteurs en France. Donc il y a une même dépendance sur la ferme pour les tracteurs qu'en amont de la ferme pour produire ces engrais qui augmentent les rendements en amont de la ferme. Après la ferme, cette fois-ci, il y a le transport, avec, comme je le disais tout à l'heure, à peu près l'équivalent de 30 000 semi-remorques qui traversent toute la France d'un bout à l'autre pour acheminer les produits alimentaires. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de transport? C'est difficile d'y répondre très rapidement, mais disons qu'à l'échelle de Lyon, par exemple, vous prenez Lyon et 50 km autour, il y a quand même beaucoup de fermes, on produit énormément de choses variées. On pourrait autosuffire au moins en partie à la production lyonnaise. Mais pourtant, ce qui se passe, c'est qu'on exporte 95% de ce qu'on produit et on réimporte la quasi-totalité de ce qu'on consomme aussi. Et ça se fait parce que le système économique totalement libéral dans lequel on est aujourd'hui, il regarde le coût de l'énergie pour transporter des choses très loin, et aujourd'hui, le coût de l'énergie est quasiment nul. Donc, parfois, on entend l'énergie est chère. Non, l'énergie est absolument pas chère. L'énergie, son coût est quasiment nul aujourd'hui. On peut acheter un litre de pétrole, un litre d'essence pour à peu près le même prix qu'un litre d'eau minérale. Or, dans un litre d'essence, il y a une quantité d'énergie phénoménale qui nous permet de déplacer des camions à l'autre bout de la France sans se soucier du coût que ça a, c'est quasiment nul. Donc en fait, on va chercher des avantages comparatifs qui sont très très faibles, par exemple en spécialisant massivement une région dans un type de production. Mais voilà, il suffit qu'on ait un climat à peine plus adapté pour ce tel type de production, on fait que ça, et puis après on exporte tout massivement à l'autre bout du territoire, il n'en coûte rien sur le plan économique. Donc voilà pour le transport. Et pourquoi c'est inquiétant de dépendre autant du pétrole? C'est parce que comme c'est une ressource fossile, cette ressource est absolument vouée à s'épuiser de façon absolument certaine. Donc il y a simplement des doutes qui planent sur quand est-ce que la contraction de l'offre pétrolière va arriver, mais de l'aveu des principales agences qui conseillent les pouvoirs publics en la matière, cette contraction de l'offre devrait se produire dans la décennie qui arrive. Là, c'est un graphique qui présente la production mondiale de pétrole depuis 1985, avec en rouge les pétroles conventionnels, c'est-à-dire celui qui est facile à extraire, et en bleu ça réunit en gros les pétroles de schiste, les sables bitumineux, les pétroles offshore, tout ce qui est beaucoup plus difficile à extraire, avec notamment quand même les pétroles de schiste qui occupent une bonne part de ce gâteau. Et vous voyez qu'en gros, à partir de 2005, le pétrole conventionnel s'est mis à stagner, mais comme la demande mondiale continuait de croître, on a dû mettre en production du pétrole non conventionnel qui coûte beaucoup plus cher à produire, qui donc aussi beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, le pétrole de schiste, la rentabilité des firmes qui font aujourd'hui du pétrole de schiste n'est absolument pas démontrée. Et donc, quand on met en production un puits, au bout de quelques années, sa production décline. Donc en rouge et en bleu, vous voyez la prévision de ce qui est actuellement mis en production, ça va décliner, mais c'est totalement normal.
Le seul truc, c'est qu'avec la vitesse de déclin actuelle de ce qui est gagné en production, il faudrait développer 18 millions de barils par jour, c'est donc un niveau de production, dans les 5 ans qui viennent, pour compenser cette baisse. C'est l'équivalent de 2 fois la production de l'Arabie Saoudite, qui est le premier producteur mondial de pétrole. Donc de l'aveu de l'Agence internationale de l'énergie, de son directeur exécutif qui s'appelle Fatih Birol, il a dit que ce serait un miracle si ça se produisait. Je ne sais même pas si ce serait un miracle, parce que du point de vue du climat, ce ne serait pas du tout miraculeux. Mais en tout cas, ça n'arrivera pas. Donc on va faire face à une contraction de l'offre du pétrole dans les années qui viennent. Et c'est la première fois, depuis la révolution industrielle, que l'humanité a une demande qui va croître, ou au moins stagner. Avec la récession économique actuelle, peut-être que ça va un peu stagner. Mais avec un gâteau qui se réduit fortement. Donc en général, dans l'histoire, quand il y a des contraintes sur l'approvisionnement de pétrole, on finit par se taper dessus. Et puis par ailleurs, ça génère des tas de problèmes dans le système économique, notamment quand on a besoin du pétrole pour accomplir des besoins vitaux comme manger. Autre type de menace, le déclin de la population agricole. Donc on a vu dans ce documentaire qu'en effet, les fermes avaient tendance à s'agrandir. Les fermes s'agrandissent et ne laissent plus de place à l'installation. Et puis en fait, pour arriver à dégager un salaire d'une exploitation, il faut cultiver beaucoup plus grand. Enfin bref, il y a tout un ensemble de dynamiques qui fait que aujourd'hui on vit très mal du métier de paysan. Il y a de moins en moins de paysans, d'agriculteurs aujourd'hui on dit. Depuis 2 siècles, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il y avait 40% de la population qui travaillait encore dans les fermes. Aujourd'hui on a moins de 3% de la population active. Et si on prend en plus de la population active, tout le monde, c'est un agriculteur pour 100 personnes en France à peu près. Et la tendance est loin de s'arrêter, elle s'accélère avec des agriculteurs qui approchent de la retraite aujourd'hui, beaucoup de vieux agriculteurs, et qui ne sont pas remplacés. Donc il y aurait encore un quart d'agriculteurs en moins d'ici à 2030 si on n'inverse pas la tendance. Un autre type de menace, l'artificialisation des terres, elle a aussi été évoquée rapidement dans cette vallée près du Mont Blanc, quoique ce n'était pas que là qu'il y avait non plus la pression foncière la plus dingue, on a surtout des champs et tout ça. L'artificialisation, elle se fait principalement autour des villes moyennes et des grosses villes, pour construire du lotissement. Là j'ai pris, à chaque fois, normalement quand on fait une intervention quelque part, on prend l'exemple de la ville où on va, parce que ça marche à tous les coups. Là, je l'ai pas mis à jour sur Lyon, mais ça marcherait très bien aussi. Ça, c'est à Grenoble. À l'est de Grenoble, vous voyez donc une vue aérienne des années 1970, avec le Drac qui passe, plein de petites parcelles de Grenoble, vraiment juste là. C'était en périphérie immédiate de la ville en 1970, et on le superpose avec une image d'aujourd'hui. Voilà, on ne reconnaît plus rien, il y a du lotissement, de la zone industrielle, des gigantesques parkings, des supermarchés, tout ça. Voilà, l'artificialisation se produit à bon rythme. En France, on est quand même les champions d'Europe en termes de construction de zones commerciales, par exemple, champions d'Europe consécutifs depuis 40 ans. On a fait assez fort. Mais là, il risque d'y avoir un moratoire engagé sur le sujet, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat. Et si vous avez suivi, mais peut-être qu'on va enfin arrêter d'agrandir des Leclerc et tout ça. Voilà. Et après, un autre dernier grand type de crise qui concerne surtout le pouvoir d'achat des personnes, et notamment des personnes défavorisées, c'est le risque d'une récession qui fait évidemment peser des risques sur l'emploi. Quand on n'a pas d'emploi, c'est difficile de s'alimenter. Aujourd'hui, il y a 5 millions de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire institutionnalisée, type Restos du Cœur, donc c'est très loin d'être négligeable, et ce chiffre pourrait facilement doubler si la récession économique qu'on va connaître, on ne fait pas quelque chose pour que les personnes qui sont le plus dans le besoin puissent avoir accès à l'alimentation. Donc voilà, on a fait le tour d'un ensemble de grands types de menaces qui pèsent aujourd'hui sur le système alimentaire agro-industriel, et on voit que ces menaces sont de nature très diverse, et qu'une seule d'entre elles suffirait déjà à remettre complètement en cause le fonctionnement du système tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, face à ces grandes menaces, ça nous incite à développer le concept de résilience alimentaire, c'est-à-dire comment construire un système qui soit moins vulnérable vis-à-vis des perturbations et vis-à-vis des dégradations tendancielles que vont engendrer ces menaces. Comment construire un système qui puisse continuer à assurer la sécurité alimentaire des habitants, malgré ces dynamiques très lourdes qui vont s'exprimer de plus en plus fortement dans les années qui viennent. Voilà, alors ça s'affiche assez mal. Donc l'asso Les Greniers d'Abondance, dont je suis membre et cofondateur,
publié principalement un rapport, disons que ça c'est le principal fruit de notre travail aujourd'hui. C'est un rapport que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet, ou bien acheter en librairie, commencer dans certaines librairies, ou bien commander sur le site de l'éditeur. Et on s'adresse spécifiquement dedans à l'échelle territoriale, et notamment aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux communes et aux intercommunalités, agglo, métropole, tout ça, donc des rassemblements de communes. Pourquoi on s'adresse aux communes ? Déjà, on pense qu'elles ont une légitimité, disons, un ancrage à la fois démocratique, une connaissance de leur terrain local qui leur permet de bien connaître les acteurs du système alimentaire à une échelle locale, tout simplement. Deuxièmement, elles ont des compétences réglementaires, comme l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'assainissement, l'adduction d'eau potable, le traitement des déchets, plein de compétences qui sont en relation directe avec le système alimentaire et qui leur permettent d'agir sur le vaste système alimentaire que j'ai décrit avant le film. C'est aussi elles, accessoirement, qui gèrent la restauration scolaire, voilà, ce genre de choses. Et puis elles font du développement économique local, du développement agricole local, et elles ont aussi une clause de compétence générale qui leur permet d'agir sur n'importe quel enjeu dès lors qu'il se révèle être d'intérêt public. Et on pense que l'alimentation est d'intérêt public. Troisièmement, on a vu qu'historiquement, à une échelle communale, les ancêtres des maires, en fait, les consuls, avaient pour charge d'assurer la sécurité alimentaire de leur population. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais on pense que ça pourrait redevenir le cas. Et puis, voilà, ça commence à faire quelques raisons. Et puis, oui, il y a aussi le fait qu'à l'échelle nationale, on voit qu'il y a une inertie énorme, qu'il ne se passe rien qui soit vraiment favorable à des modèles agricoles ou agro-industriels différents. Et que du coup il y a un intérêt pour les maires et pour les collectivités d'aller plus vite que ce qu'on fait à une échelle globale. Voilà. Donc là ça s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Donc c'est un dessin qui vous représentait les voies de résilience, c'est-à-dire un ensemble de chantiers qu'on propose de mener à l'échelle des collectivités territoriales. Chaque voie de résilience concerne un maillon du système alimentaire. Et voilà, il y en a une douzaine qui sont présentées dans le rapport. Et je vous invite à le consulter parce que ça sera beaucoup plus clair que en le présentant rapidement. Et pour continuer, je présente quelques grands projets qui illustrent des systèmes alimentaires beaucoup plus résilients que celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est une vue satellite. Vous avez vu que j'aime bien les vues satellites, j'en ai pris pas mal, d'une ville. En fait, vous pouvez prendre n'importe quelle ville en Russie et vous voyez dans sa périphérie, en satellite, qu'il y a ce type de maillage très très régulier. Ce sont des collectifs de jardins immenses. En Russie, il y a à peu près la moitié de la population urbaine qui cultive un jardin de ce type pendant ses heures perdues, le week-end ou en vacances. La proportion a atteint comme 3/4 de la population d'une ville il y a quelques années, notamment après l'effondrement du bloc soviétique. Puis ça fait des grandes poches comme ça qu'on voit se dessiner à travers les forêts. Là c'est Irkoutsk, donc c'est en Sibérie au bord du lac Baïkal. En gros il y a de la neige 6 mois par an, mais ça n'empêche pas les gens d'avoir un jardin, d'aller cultiver au beau jour. Et alors on peut voir aussi de plus près à quoi ça ressemble. Ce sont des parcelles donc très diversifiées. Autrefois la loi encadrait même les espèces de plantes qu'on pouvait et qu'on devait y cultiver. Et pourquoi c'est intéressant comme système ? C'est qu'on voit que justement, lors de l'effondrement du bloc soviétique, donc les fermes d'État fonctionnaient relativement mal, les magasins d'État étaient souvent vides au moins de produits frais, tous les produits sains coûtaient super cher, il y avait souvent des pénuries, et donc les gens s'étaient mis à vouloir avoir un accès privatif à la terre et se mettre à cultiver, mais à des toutes petites échelles, et puis en s'entraînant beaucoup dans ces collectifs. Et ces collectifs marchaient bien, et puis quand le bloc soviétique s'est effondré, les kolkhozes, les fermes d'État et tout ça se sont mis à battre complètement de l'aile. La production a chuté, a fait une chute libre. Et donc tout le bloc occidental se disait il va y avoir a priori des famines en Russie. Ils ont commencé à mettre en place des programmes d'aide alimentaire qui en fait se sont avérés ne pas être utiles puisque les jardins ouvriers se sont mis à produire massivement. Il y a à peu près un tiers de la population agricole de la production agricole de l'URSS qui a été assurée dans ces jardins. Et donc voilà, des trucs comme 3/4 des urbains d'une ville qui se mettent à cultiver leur terre. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, c'était des gens qui avaient une connaissance de la terre, qui savaient cultiver, tout ça. Et ça a dû être préparé. Donc ça, c'est un exemple typiquement d'un truc qu'on peut faire à l'échelle individuelle. C'est participer à un modèle décentralisé de production agricole, acquérir des connaissances et s'y mettre soi-même.
Néanmoins, je pense que c'est déjà là, à chaque fois quand on fait une conférence, ce qui est marrant, c'est qu'on prêche complètement des convertis, quoi. Tout le monde est déjà plus ou moins au fait des grandes menaces et partage un peu la même vision du futur. Donc voilà, si nous tous on se met à jardiner un potager, ça ne va pas nourrir une ville d'1 million d'habitants, on s'en faut. Donc il y a plein d'autres échelles auxquelles agir. Une seconde échelle, c'est celle des collectivités. Alors là, je n'ai pas remplacé le slide que j'avais fait lors d'une conférence dans les Hautes-Alpes. C'est un exemple de marché d'intérêt local qui est développé à côté de Gap, où j'étais ce week-end. C'est un exemple typique de truc super intéressant qu'une collectivité peut faire. Si on a des cantines qui cherchent à s'approvisionner en local, bien souvent le problème c'est que ça demande un travail d'inventaire très précis auprès de nombreuses fermes pour avoir des produits tout au long de l'année et tout ça. Et donc c'est très intéressant de mettre en commun ce travail de référencement de produits, de stock, de livraison et tout ça. Et donc l'idée c'est tout simplement de refaire ce qu'on appelait un marché de gros mais à une échelle locale, à une échelle raisonnable. Et donc là, Échange Paysan en WhatsApp, ils ont fait ça. Ils ont une plateforme où ils sont en contact avec plein de producteurs locaux, mais vraiment dans un rayon assez court, assez faible. Ils stockent, ils livrent et tout ça, et ça fait que c'est beaucoup plus facile pour un restaurateur professionnel ou de la restauration collective de s'approvisionner en local. Voilà, donc c'est un marché de gros, mais à l'échelle locale. Un marché d'intérêt local, et il y a plusieurs villes qui commencent à faire ça. Et Lyon pourrait construire un marché d'intérêt local avec la nouvelle municipalité. Rien n'est dit, je crois que je n'ai même pas le droit d'en parler, mais bon, a priori, ça pourrait se faire. Et après, donc, je vais présenter un dernier truc qui pourrait être fait cette fois-ci à l'échelle nationale, et je pense que c'est super intéressant de réfléchir à cette échelle, même si on sent que le rapport de force n'est pas en faveur d'un changement, disons, favorable à l'intérêt général en ce moment, notamment avec le ministère de l'Agriculture qui semble aller main dans la main avec le syndicat agricole majoritaire qui est la FNSEA et qui a une politique vraiment parfaitement conservatrice, productiviste et tout ça. Ça, c'est une autre façon de se représenter le système alimentaire en France. C'est une représentation en sablier. On voit, disons, la prépondérance de chaque acteur dans chaque maillon du système alimentaire. Donc le vase supérieur du sablier, ce sont les exploitants agricoles, 400 000 exploitations ou 800 000 travailleurs agricoles, peu importe. Ensuite, vous avez une concentration forte qui s'opère au niveau des industries agroalimentaires, comme les tours l'a vu tout à l'heure. Après, il y a un goulet d'étranglement incroyable avec 6 centrales d'achat, donc on peut les nommer Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Leclerc, Système U, qui contrôlent 92% des achats alimentaires et qui le revendent directement à l'ensemble des consommateurs français. Et donc cette simple structure en fait suffit à expliquer une grande partie des dysfonctionnements du système alimentaire industrialisé, parce que quand on est peu, on joue d'un meilleur pouvoir de négociation. Et donc quand on se situe parmi les 6 là notamment, on a un intérêt économique qui est absolument évident, qui est d'acheter le moins cher possible et de revendre le plus de trucs possible au plus de gens possible. Donc ce que ça a comme conséquence, c'est de faire qu'on peut de moins en moins vivre de son métier quand on est agriculteur, parce qu'on vend de moins en moins cher sa production, donc on veut s'étendre, on veut avoir plus d'aides de la PAC qui sont proportionnelles à l'hectare notamment, et on veut produire le plus possible pour réussir à dégager des salaires. Et puis, quand on est donc toujours centrale d'achat, on veut vendre le plus de trucs possible au plus de gens possible, ce qui peut expliquer, enfin je pense que c'est une hypothèse assez crédible pour expliquer notamment que le taux d'obésité a triplé en l'espace de 20 ans, qu'il y a 40% de la population adulte qui est obèse. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système alimentaire aujourd'hui, il n'a absolument pas pour première vocation de nourrir la population sainement ou en quantité suffisante, c'est quasiment contingent si ça se fait. Sa principale vocation, c'est de maximiser les profits pour un nombre très restreint d'acteurs qui contrôlent les pouvoirs de négociation. Donc voilà, ça c'est pour expliquer l'état de fait. Comment résoudre ce maxi-problème à l'échelle nationale? Il y a une proposition qui a été faite par une association, je vais l'expliquer tout de suite, qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, et qui permettrait de résoudre en grande partie ce problème. Alors, slide suivant. C'est aussi pour illustrer donc, de façon très pratique quelles sont les conséquences de sablier. Si vous payez 100 € d'achat alimentaire dans votre supermarché, en moyenne, il y a 6,50 € qui reviennent aux agriculteurs français. Et tout le reste de l'argent est englouti par tout un tas de services, parfois annexes, parfois complètement superflus, parfois carrément néfastes, du marketing, de la publicité, du transport à outrance et tout ça. Et donc l'idée c'est quand même de résoudre ce problème. On voit que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur métier.
Et puis, accessoirement, on se rend tous malades. Enfin, disons que la santé publique est fortement dégradée par une alimentation de mauvaise qualité. Donc l'idée d'un collectif d'associations dont fait partie Ingénieurs sans frontières, Réseau Salariat, la Confédération paysanne, c'est de développer ce qu'on appelle une sécurité sociale alimentaire, dont le principe s'inspire bien sûr de la sécurité sociale actuelle. Donc l'idée c'est qu'on trouve que c'est d'intérêt général d'assurer un accès à des soins médicaux de base pour toute la population. Mais on ferait de même avec l'alimentation qui est finalement le premier déterminant de la santé des individus. Et on pense qu'il leur reviendrait en fait beaucoup moins cher, y compris en termes de santé publique, si on se préoccupait d'abord de la santé en termes d'alimentation. Et alors ça consiste tout simplement à lever une cotisation sur l'assiette la plus large possible de gens qui peuvent cotiser, et à redistribuer 150 € d'achat alimentaire, de pouvoir d'achat alimentaire à l'ensemble de la population, y compris aux riches. On fait un système universel d'accès à une alimentation saine, comme on le fait pour la sécurité sociale. Et comme ça ne fait pas une politique qu'on appellerait une politique de pauvres, qui cible exclusivement une fraction de la population, comme on le fait aujourd'hui avec des chèques alimentaires, par exemple. En général, quand on cible trop une partie de la population, ça n'a pas forcément des effets très bénéfiques. Donc là, on fait une politique qui est universelle, d'accès à une alimentation de base pour tout le monde. Et puis les 150 €, on ferait des chambres locales, par exemple à l'échelle d'un département ou d'une ville, où on s'accorde entre agriculteurs et consommateurs sur les produits qui peuvent entrer, qui peuvent être conventionnés. Donc en fait, avec les 150 €, on ne peut pas aller, bien sûr, à Carrefour acheter des paniers Yoplait. On peut aller dans un type de commerce donné avec un type de produit donné qui finance mieux l'agriculture et tout ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on sort une grande partie du secteur alimentaire de la sphère, disons, purement pas marchande, mais du marché, tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec une concurrence qui écrase les prix, qui conduit tous les acteurs économiques à être des machines à externaliser leurs externalités négatives, à polluer et tout ça. Donc on sort une grande partie du système alimentaire de cette pure logique de profit, et du coup on dépressurise les agriculteurs en amont, on leur permet d'adopter des techniques de production beaucoup plus vertueuses, qui arrêtent d'aggraver les menaces qui pèsent elles-mêmes sur leur production. Et puis on fournit un accès, disons, équitable, où tout le monde peut s'acheter le minimum pour manger convenablement et sainement. Donc c'est une proposition dont on n'est pas à l'origine, mais qu'on supporte vivement, et donc on essaye de creuser quels sont les rapports entre la mise en place d'un tel système et la résilience du système alimentaire en France. Voilà. Voilà, la dernière slide ne marchait pas, mais du coup ça conclut mon intervention. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à lire le rapport qu'on a publié sur notre site internet. Si vous tapez les greniers d'abondance, c'est bien référencé maintenant sur les moteurs de recherche, donc vous pourrez continuer à creuser la question. Eh bien, merci Arthur, encore merci. J'en profite aussi pour remercier de loin Mathilde Cyr qui nous a accordé les droits de projeter son documentaire alors qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, et elle aurait eu grand plaisir à le faire, elle était déjà conviée ailleurs quand on l'a sollicité. Je remercie aussi du coup l'Aquarium Ciné Café d'accueillir notre site pour la deuxième fois. Avant, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, je propose quand même que quelques personnes posent quelques questions à Arthur, parce que forcément il y a plein d'informations peut-être. Là on a bien vu en fait des enjeux qui se resserrent sur des résistances et que rien n'est simple. Mais voilà, si vous avez des questions, qu'elles soient d'ordre global ou local, je pense qu'Arthur déjà a pas mal d'éléments, donc n'hésitez pas. À la main levée, d'une voix claire. Je vais m'imposer. Sur la dernière solution que tu as montrée, qui est vachement intéressante, c'est 150 € par semaine, j'imagine, par personne. Par mois. Par mois, par personne. Et est-ce qu'avec 150 € par mois, tu considères qu'une personne peut se nourrir correctement et avec une nourriture qui est produite en respectant l'environnement? Je pense qu'avec 150 €, on peut avoir accès à des produits de base pour se nourrir. Disons suffisamment pour se nourrir de façon très simple. Et par contre, je pense qu'on dépense tous beaucoup plus que 150 € par mois aujourd'hui pour les alimenter. Après, le niveau est sujet à débat. Je pense que déjà, si on faisait 50 €, ce serait beaucoup mieux que rien. Et si on faisait 300 jours, pourquoi pas. Mais, voilà.
pourquoi les 150 euros? Je ne sais plus comment ils sont arrivés à ce chiffre, réseau salarié et tout ça, mais ils ont un long dossier de 35 pages qui explique le sujet, puis il y a pas mal d'articles, notamment intéressants, parus dans le reporter sur le sujet. Ok. Qui c'est qui a l'origine de ça? Ingénieurs sans frontières. Ingénieurs sans frontières, le réseau salarié, avec Bernard, Stéphane, enfin Friot, il est connu, Friot. Bernard Friot. Et puis 150 euros, j'imagine que quand tu dis 150 euros, ça va te faire avec la remise en cause totale du système de production. Donc on imagine que sur un billet de 100 euros, s'il y a 6,50 € qui vont aux agriculteurs, si là on dit c'est 150 € direct aux agriculteurs, c'est un équivalent peut-être de, enfin je sais pas que par ton tu multiplies 6,50, mais du coup ça te fait 10, enfin c'est peut-être 3 000 € d'achat. Donc finalement c'est pas mal. Non, effectivement, les 6,50 €, on peut se dire que ça veut dire qu'il suffirait d'augmenter de quelques pourcents le prix de nos achats alimentaires et de le donner direct aux agriculteurs pour multiplier par 2 leur salaire, quoi. Et c'est vrai que ce serait possible, effectivement, quoi. Il y a des marques, pas bio ou je sais pas quoi, mais Merci le Patron, par exemple, il fixe un prix minimum d'achat pour le lait, ce qui n'est pas déconnant, quoi. On peut se dire à quoi ça sert de mettre en vente des trucs qui ne peuvent pas faire vivre une filière. Là, il dit, on fixe un prix minimum et on donne toujours au moins ça aux agriculteurs, ce qui leur permet de vivre. Et donc en gros, on sort juste de la libre concurrence qui écrase, qui est un système qui de facto conduit toujours à donner raison au moins-disant social, environnemental et tout ça, aux plus productivistes face à tous les autres, quoi. Ouais. Du coup, ça implique qu'on forme des agriculteurs, en tout cas, il y a beaucoup plus d'agriculteurs d'accueil ou de mise en place d'agriculteurs, si on change dans un laps de temps réduit. Ouais. Et qu'est-ce qui implique ça, d'après toi? Ouais, c'est clairement un enjeu important. Mais en effet, enfin, c'est pas une évidence. Pourquoi il faudrait plus d'agriculteurs? Il y a d'une part parce que la production agricole va fortement décroître a priori à cause de plein de menaces qui pèsent dessus. Et c'est pas tant les rendements qui posent problème, c'est le fait qu'on aura des moins bonnes productivités par personne et qu'on a intérêt à avoir des moins bonnes productivités si on veut plus de diversité dans les paysages, des fermes plus petites, des parcelles plus petites. Et tout ça, ça nécessite en effet d'avoir beaucoup plus de gens dans les champs, quoi. Et alors, comment former autant d'agriculteurs en si peu de temps, ça, je sais pas. Mais... Et puis comment les motiver, en fait, c'est surtout ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui donne envie à qui que ce soit de se mettre à l'agriculture. Voilà. Passion. Exactement, je pense que, comme on l'a vu dans le film, il faut quand même bien accrocher pour vouloir faire ses 70 heures par semaine, avec une reconnaissance sociale de près inexistante et tout ça. Donc après, bon, ceux qui s'installent en mode alternatif ne sont pas les plus malheureux, c'est pas, disons, ceux qui sont plus victimes des suicides, de la dépression et tout ça, parce qu'ils sont quand même accueillis dans la société, on a l'impression qu'ils nourrissent, quoi, pour le coup, et en général, ils ont une sorte de fierté vis-à-vis de leur métier. Mais je pense qu'en effet, il suffirait déjà, si les agriculteurs pouvaient avoir des vacances, pouvaient travailler 40 heures plutôt que 70, s'ils avaient des conditions de travail un peu normales, beaucoup plus de gens voudraient le devenir. Ouais. Justement, là, quand tu parles d'efficacité énergétique, on sait que le nombre de calories produites avant et le nombre de calories produites aujourd'hui nécessitent beaucoup plus d'énergie. Est-ce que tu penses vraiment que les légumes, c'est la solution? Alors les légumes, c'est la solution, non. À quoi ce serait la solution, les légumes? Non, mais je veux dire, par exemple, à un moment, il dit le maraîchage, c'est la solution. Ah oui, il faut bien qu'on produise nos légumes. Alors c'est vrai qu'il y a souvent ce raccourci, il faut assurer notre sécurité alimentaire, il faut faire pousser des légumes. En fait, les légumes, c'est un peu du luxe dans les systèmes agraires d'autrefois, au sens où ils dépendent de débouchés, de sous-produits d'autres types d'agriculture, notamment de l'élevage extensif pour amener des nutriments sur la parcelle, ou bien de la sylviculture pour avoir du broyat de déchets végétaux qu'on peut mettre sur les parcelles. En gros, les légumes, ça demande énormément d'engrais et de matières sèches et tout ça. Et puis beaucoup de travail humain. Donc si on veut se nourrir exclusivement, vous ne faites pas des légumes, vous faites des patates. Là, ok, si vous cherchez à atteindre votre autonomie alimentaire individuelle à horizon 2022, vous achetez 200 mètres carrés, vous faites que des patates, vous ne mangerez que des patates toute l'année, ce ne sera pas fabuleux et pas forcément d'avenir souhaitable, mais vous pourrez quasiment assurer votre autonomie alimentaire. Quand on se fait une salade de tomates, on se dit j'ai bien mangé, ce qui vous a nourri, c'est en effet le filet d'huile d'olive et le pain qui est à côté, mais la tomate elle contient quasiment pas de calories, quoi.
Néanmoins, c'est que des trucs essentiels pour être en bonne santé. Si on ne mange pas tous ces légumes, on est en mauvaise santé. Et on ne cherche pas spécialement juste à se remplir le bide avec des pommes de terre ou tout ça, on cherche à être en bonne santé. Donc je pense que c'est indispensable de redévelopper des filières maraîchères de qualité, productive et tout ça. Mais en effet, si on est une commune et qu'on veut atteindre un certain niveau d'autonomie alimentaire, ce serait bête de se concentrer uniquement sur la production maraîchère, en installant par exemple un maraîcher, en le faisant vendre, écouler sa production à la cantine. Ce serait bien, mais ce serait largement insuffisant, quoi. Et c'est un peu pour ça que les greniers d'abondance aussi qu'on a choisi comme nom d'association, ça évoque plutôt le grain qui est à la base de l'alimentation depuis la sédentarisation de l'humanité. Merci. Il y a une question derrière, mais tu es en train de noter, tu veux... Ouais, non, j'ai entendu parler d'un sorte de service militaire mais agricole. Enfin, je prends l'idée de proposer aux jeunes une sorte de lycée, de faire une sorte de service agricole. Alors, obligatoire, ça va être compliqué à mettre en place, mais et où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a des initiatives comme ça? Alors oui, il y a le woofing, mais ça reste assez anecdotique en tout cas. Le woofing? Ouais, ça se développe, mais pas tout le monde fait le woofing. C'est pas obligatoire du tout, quoi. Ouais, je sais pas s'il faudrait rendre obligatoire un truc. Si on veut rendre souhaitable quelque chose, peut-être qu'il n'y a pas de nécessité à le rendre obligatoire, il faut plutôt le rendre attirant, effectivement, avec des conditions décentes d'emploi, d'amélioration et tout. Ouais, mais plutôt dans l'idée du service civique, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être en réflexion Je sais pas trop. Je peux pas répondre. Juste par rapport à ça, il y a des SEM, c'est le chantier écologique massif, et ils travaillent dans cet objectif. Comment? Les SEM, C-E-M, Ouais. ça signifie chantier écologique massif, et ils travaillent dans l'objectif de mettre en place un service civique Ok. dans l'objectif du futur. Ok, d'accord. Moi j'avais une question qui était plus de l'ordre de votre association. Il y a quelque chose dans ta présentation qui m'a un peu fait tilt. C'est que c'est vrai, je pense que dans cette salle, on est quand même très ralliés en fait à cette cause de vouloir avoir comme objectif une agriculture qui pense au bien-être du consommateur et en même temps au bien-être du producteur. Donc concrètement, je pense qu'on a la majorité ralliée à cette cause. Mais c'est vrai, ce que je me demande, c'est qu'en tant qu'association, est-ce que vous faites de la sensibilisation auprès d'autres producteurs qui sont déjà ancrés dans le système de productivité en masse, donc le fait de directement vendre aux grandes plateformes, etc., et de se dire, est-ce que ce serait pas intéressant plutôt de se tourner, donc en projetant par exemple vos documentaires ou en projetant vos analyses, est-ce que vous avez déjà fait ça auparavant ou est-ce que vous envisagez? Est-ce qu'on s'adresse au système majoritaire dominant? Ouais, voilà, par exemple. C'est vrai que de toucher en final ceux qui pourraient être... Enfin, on aimerait qu'ils changent, quoi. Pas que les bobos de la Croix-Rousse, quoi. J'ai vécu à la Croix-Rousse. On essaye, mais on n'est pas invité souvent par ce genre d'acteurs, donc c'est difficile de se pointer et de faire notre truc. Toucher un public qui n'est pas le sien, c'est toujours un truc super compliqué, hein. Il n'y a pas de secret exactement. Après, on ne s'adresse pas spécifiquement aux acteurs économiques qui ont souvent pas d'intérêt à évoluer différemment de ce qu'ils font déjà. On s'adresse plutôt au pouvoir public, notamment aux collectivités territoriales, dans le but qu'elles agissent conformément à l'intérêt général plutôt que conformément aux intérêts des acteurs privés du territoire, quoi. Et ça marche, y compris auprès de sensibilités pas forcément de gauche, par exemple, quoi. On arrive à atteindre des publics assez différents, parce que en fait c'est des enjeux et des convictions qui traversent toute la société, si on réfléchit bien. La France a énormément d'attaches au moins culturelles à la gastronomie. D'ailleurs, on se soucie du sort de nos agriculteurs, ce qui n'est pas du tout le cas partout dans le monde, hein. Des tas de pays où on s'en fout complètement de la population agricole. Nous, il y a quand même un nombre de documentaires un peu comme celui-là, ou sur la détresse des agriculteurs conventionnels et tout ça, il y en a plein. Donc, quelles que soient les tendances politiques, j'ai l'impression qu'on se soucie du sort de nos agriculteurs, de ce qu'on mange. Il y a un sens aussi quand même du service public. La crise a révélé l'utilité incroyable d'avoir un système de sécurité sociale tel qu'il fonctionne aujourd'hui, alors qu'il y a des systèmes, des pays beaucoup plus riches qui ont eu un système totalement défaillant face à ces crises. Donc c'est typiquement un truc qui pourrait donner un peu de l'eau au moulin pour la sécurité sociale et alimentaire. Mais je m'éloigne un peu de ta question initiale qui était est-ce qu'on s'adresse donc à nos adversaires. Il y a Carrefour qui nous a contactés aussi pour
pour faire de la RSE sur la résilience alimentaire. La résilience, ça se tartine à toutes les sauces en ce moment. Depuis la crise, n'importe quel programme de redressement économique s'appelle résilience économique ou résilience par-ci, par-là. Donc on fait attention à ce que le terme ne soit pas trop dévoyé, ou en tout cas on essaye d'expliquer à chaque fois qu'on n'est pas résilient dans l'absolu, on doit être résilient face à un type de crise, et pour arriver à un objectif souhaitable. On n'a aucun intérêt à développer la résilience d'un secteur économique mortifère et tout ça. On s'intéresse à la résilience du système alimentaire, mais pas de l'industrie agroalimentaire. Donc à chaque fois on essaye de faire ces distinctions. Et d'ailleurs Carrefour nous a plus rappelé après. Ouais. Et du coup, pour continuer sur sa question, est-ce que vous interagissez aussi avec des écoles, genre des écoles d'agro ou des écoles de commerce en agroalimentaire, des trucs comme ça? Oui, des écoles d'agro, on a fait plusieurs interventions dans des écoles d'agro, commerce, est-ce qu'on a fait? Ouais, Sudeco, Bordeaux. Okay. On a invité parfois soit les directeurs d'études, soit des profs qui sont intéressés par le sujet. École d'ingénieurs, pas mal, fac, Polytechnique Montpellier, voilà. Par-ci par-là dans les écoles. Ouais. Est-ce qu'il y a des gros groupes qui essaient de faire un peu mieux par rapport à tout ça, donc de favoriser du direct producteur, ou c'est quelque chose qui n'existe vraiment pas du tout et c'est pas du tout en train de se envisageable? Ouais, ils le font tous parce que ça se vend super bien aujourd'hui, donc ils veulent absolument montrer qu'ils font quelque chose, mais ça restera marginal par rapport à leur modèle économique. Disons qu'ils ont une logique de profit qu'on ne va pas revenir mettre en cause. Je sais pas, la grande distribution, ils pourraient essayer de mettre en place des petits commerces équitables dans leur rayon, mais ça ne changerait rien à leur logique de profit dominante, quoi. Donc ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est moins d'infléchir le modèle du système agro-industriel tel qu'il s'exprime aujourd'hui, que de développer des alternatives, mais il faut qu'elles soient plus que des alternatives, il faut qu'elles commencent à prendre de la place, quoi, dans ce système. Et pour donner de l'air justement à ces acteurs, un système de sécurité sociale alimentaire ferait énormément, quoi. Parce que le marché de l'alimentation n'est pas extensible, quoi. On ne peut pas s'installer en concurrence des acteurs existants si ces acteurs ne voient pas leur marché diminuer. Forcément, on doit leur prendre des parts de marché, quoi. Donc il y aura une confrontation, il y aura des intérêts divergents entre ces acteurs institués et puis les alternatives qui se développent à côté, quoi. Une dernière question peut-être? Très bien. Alors encore merci Arthur. Une question là non? Ok. Moi je voulais juste te demander, du coup tu parlais un petit peu que tu discutais avec les politiques, tu discutais, parce que bon on va quand même le dire, moi j'ai le sentiment d'entendre des idées qui sont clairement de gauche, voire communistes dans un certain nombre de cas, et que pour autant des acteurs politiques d'autres bords avaient un bon retour. Et avec votre association, tu dis qu'un de vos objets c'est l'accompagnement. Alors l'association, je vois 2018 et le rapport février 2020, c'est extrêmement jeune. Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes déjà dans une stratégie d'accompagnement de certaines collectivités? Quel retour vous avez? Est-ce qu'il y a déjà des programmes que vous avez sur lesquels vous êtes accompagnateur en fait, et comment ça se passe? Alors la première agglo qu'on accompagne, c'est dans le cadre d'un projet de recherche, donc on n'est pas prestataire pour l'agglo, mais on est payé par l'ADEME et l'Université de Lyon pour faire cette recherche-action. C'est l'agglo d'Angoulême, donc une ville moyenne, 150 000 habitants, répartie en 38 communes, avec un territoire plutôt rural, agricole et tout ça. Et là, on a fait un diagnostic détaillé du système alimentaire, tous les maillons, passant en revue les principales vulnérabilités de ce système et les principaux leviers que Angoulême a à disposition pour agir sur ces vulnérabilités, quoi. Et on est en train d'élaborer donc un projet alimentaire territorial à l'échelle de l'agglo d'Angoulême. Et ça va être validé par les élus incessamment. Et après, il y a plein de collectivités qui se tournent vers nous. Pas forcément parce qu'on a fait un travail formidable, mais plutôt parce qu'on était la première association, je pense, à s'être structurée et à s'intéresser à la question de la résilience, de la sécurité alimentaire à l'échelle locale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de collectivités qui, en ce moment, s'intéressent à cette question, qui se tournent vers nous. Il y a Nice, Grand Lyon, l'agglo de Toulouse, enfin il y en a un peu partout là, qui nous appellent, soit pour faire des conférences de sensibilisation, soit pour de l'accompagnement. Mais on n'est pas assez nombreux pour faire l'accompagnement opérationnel sur toutes les collectivités, donc on essaye plutôt notre meilleur levier d'action, disons, c'est vraiment de sensibiliser à fond les élus, fabriquer des outils comme le rapport qu'on a publié, qui leur donne des billes pour prendre en main elles-mêmes le sujet, s'autonomiser sur la question, se former, tout ça, quoi. Merci.
On va clôturer la soirée. Je vous rappelle justement qu'il y a le cycle effondré qui continue. Donc il y a eu plein de thèmes qui ont été évoqués qu'on retrouve sur les prochaines soirées qui arrivent. Tu parlais justement de qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des territoires. Donc politique et citoyenneté, il y aura l'une des dernières rencontres, c'est l'association Résiliéré qui fait du lobbying citoyen auprès des municipalités pour justement arriver à des résiliences, notamment alimentaires. Donc c'est des choses, c'est des leviers sur lesquels on peut s'appuyer, qu'ils proposent comme des chaînes. Voilà, ils ont toute une pédagogie derrière. Tu as aussi Laurent Testo qui viendra demain et qui parlera de biodiversité et du rapport anthropocène pour des voilà, et il va y avoir également l'énergie, je crois que j'avais oublié. Bon, bref, voilà. Je vous invite à regarder parce qu'on essaie vraiment d'interconnecter tous les sujets, c'est le but des réflexions, des effondrements. En tout cas, merci d'être venus ce soir. Je crois que la soirée est terminée pour l'aquarium, donc encore merci à eux, merci à vous et à tous.